En 1971, le professeur Philippe Zimbardo réalise l'une des expériences scientifiques les plus célèbres du XXe siècle. Une expérience qui va marquer durablement les esprits parce qu'elle affirme une chose simple et terrifiante. Le mal n'est pas réservé à quelques individus, il peut exister en chacun de nous. Après ces images, l'expérience devient connue, mais pas universellement. Elle n'est pas dans toutes les mémoires, certains en ont déjà entendu parler, d'autres pas du tout, mais une chose est sûre, ceux qui la découvrent ne l'oublient pas. On ne se souvient pas toujours de tous les détails, mais de l'idée centrale. Et cette idée, elle, reste. Des étudiants ordinaires sont enfermés dans une fausse prison, les rôles sont tirés au sort, et en quelques jours, tout bascule. Ceux qui jouent les gardiens deviennent de plus en plus violents, ceux qui jouent les prisonniers s'effondrent. Et l'expérience va tellement loin, devient tellement hors de contrôle, qu'elle doit être arrêtée avant de tourner au drame. À partir de là, cette histoire devient une référence. On la cite partout, tout le temps, pour expliquer les crimes de guerre, les dictatures, les violences policières ou encore les abus en prison. Elle entre dans les manuels scolaires, elle s'impose dans les documentaires et elle finit par s'installer dans nos têtes comme une évidence. Quand on place des gens ordinaires dans une mauvaise situation, ils deviennent capables du pire. Ce récit est puissant parce qu'il nous touche directement, il fait peur parce qu'il pose une question qu'on n'aime pas trop se poser. Dans cette situation-là, qu'est-ce que j'aurais fait moi ? Est-ce que j'aurais obéi ou est-ce que j'aurais laissé faire en me disant que ce n'était pas mon problème ? Eh bien, c'est exactement la même question qu'on se pose quand on parle de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on aurait été résistant, collaborateur ou simplement attentiste ? Une question inconfortable parce qu'elle ne parle pas d'histoire, elle parle de nous, mais ce récit rassure aussi, parce qu'il nous explique que le mal ne viendrait pas vraiment de notre personnalité, mais du contexte et de la situation dans laquelle on se trouve. Que ce sont les circonstances qui nous font basculer, pas ce qu'on est au fond de nous. Et si le mal vient de la situation, alors il n'y a plus vraiment de coupable. Juste un engrenage qui se met en route et plus personne à qui demander des comptes. Sauf que quand on regarde de près ce qui s'est réellement passé dans les sous-sols d'une grande université américaine, le récit commence à se fissurer. Entre la version officielle et la réalité, l'écart est bien plus grand qu'on ne l'imagine. Un écart suffisamment grand pour poser une question simple mais dérangeante. Et si cette expérience n'était pas seulement une expérience sur le mal ? Et si elle était l'une des plus grandes arnaques que l'histoire scientifique ait connue ? Cette expérience, elle a un nom, c'est l'expérience de Stanford. Avant de continuer, j'aimerais vous dire que cette vidéo est en collaboration commerciale avec Saily. Saily, c'est une application qui permet d'installer une eSIM en quelques secondes sans carte SIM physique, sans boutique à l'aéroport et sans risquer le hors forfait. Vous choisissez votre destination parmi plus de 200 pays, l'installation prend moins de 2 minutes et la connexion s'active automatiquement sur place. L'avantage principal, c'est que l'eSIM ne s'installe qu'une seule fois. Ensuite, vous changez simplement de forfait directement dans l'application, ce qui est pratique si vous voyagez régulièrement ou dans plusieurs pays. Il y a aussi quelques fonctionnalités utiles qui sont intégrées, bloqueur de publicité pour économiser de la data, protection web et chiffrement sur les Wi-Fi publics. Vous avez aussi une alerte quand vous atteignez 80% de votre forfait pour vous prévenir et la recharge instantanée si besoin. Si vous avez un voyage prévu prochainement, avec mon code NEOXIX, vous pouvez avoir 15% de réduction. Il y a mon lien qui se trouve en description ou encore en commentaire épinglé. Ça peut être ultra intéressant quand vous êtes en déplacement. Moi, pour mes tournages, c'est essentiel, je le prends en permanence. J'achète déjà ma eSIM en amont en étant en France, comme ça je sais que je suis peinard et que j'évite effectivement les différents hors forfaits avec ma carte SIM française. Donc merci à Saily de soutenir cette vidéo et de me soutenir même de manière générale avec ma chaîne. C'est grâce à des partenaires comme eux qu'on peut se permettre de vous faire autant de vidéos sur des sujets variés. Donc merci beaucoup. Pour comprendre la vérité sur cette histoire, il faut faire une petite parenthèse. Revenir au début des années 70, à une époque où l'Amérique est en train de changer de visage et où les convictions politiques ne sont jamais bien loin. On est en 1971
À la radio, une chanson résume la période, Imagine de John Lennon. Un hymne pour la paix, pour un monde sans guerre ni frontières qui en dit long sur une époque qui commence justement à perdre espoir. Les États-Unis sortent à peine des années 60, ces années de révolte, de rêves immenses et de promesses brisées. On dit au revoir à Woodstock, à ces hippies qui fument de l'herbe à la vue de tous, à cette idée d'une liberté totale. Les grandes luttes sont derrière et elles ont laissé des traces. Les marches pour les droits civiques, les discours de Martin Luther King, de Malcolm X, l'espoir d'un monde plus juste. Puis, la réalité qui s'impose. Les inégalités sont toujours là, et au fond, rien n'a vraiment changé. Pire, la guerre du Vietnam continue et l'Amérique commence à en avoir assez. À la télévision, les images tournent en boucle, et les cercueils rentrent par avion. Partout, la défiance grandit, les jeunes ont rangé le slogan « Make Love, Not War » et ne croient plus en leur gouvernement, ni aux institutions, ni au système. Sur les campus, entre deux cours, c'est la désillusion. On parle politique, on conteste l'autorité, on remet tout en question. Et c'est dans cette ambiance-là, entre la fin d'un monde et le début d'un autre, que l'expérience de Philippe Zimbardo s'ancre. Mieux, sans ce contexte, on n'en parlerait sûrement pas aujourd'hui. Chapitre 1, la prison de l'horreur. Jour 1, arrestation et arrivée en prison. On est le 15 août 1971, près de la prestigieuse université de Stanford, dans la région de Palo Alto. C'est un dimanche, comme il en existe 1000 dans les banlieues de Californie. Il fait chaud, le soleil est haut dans le ciel, et tout semble tourner au ralenti. On est dans ces banlieues américaines comme on les imagine. Tout est calme, tout est lisse, presque trop parfait. On n'imagine pas une seconde, dans ce décor de carte postale, que le calme va s'arrêter net. Aux quatre coins de la ville pourtant, la même scène se répète. Des voitures de police s'arrêtent devant des maisons ordinaires, et là, tout bascule. Les quartiers calmes se transforment en scène de film, sans que personne ne comprenne, des jeunes hommes sont sortis de chez eux de force, menottés, puis plaqués violemment contre la voiture de police. L'action va si vite que les arrêtés sont parfois encore en t-shirt, parfois pieds nus et complètement sonnés. Aucun d'eux ne comprend vraiment ce qui se passe. En même temps, les policiers parlent peu, ils évoquent une affaire grave, un braquage, quelque chose de sérieux, mais rien de vraiment clair. Pour les voisins, c'est le choc. Personne n'aurait imaginé que ces étudiants sans histoire seraient embarqués comme des criminels. À chaque fois, un détail frappe les témoins, tout est filmé. Ils ne savent pas ce qui se passe exactement, mais ce dont ils sont sûrs, c'est que ça dépasse largement la simple interpellation. En quelques heures, ils sont 9 à être embarqués, 9 jeunes hommes qui ne se connaissent pas et qui n'imaginent pas que dans quelques heures, ils vont tous atterrir au même endroit, en plein cœur de ce que l'on nommera plus tard l'effet Lucifer. Mais pour l'heure, première étape, le poste de police. La procédure est classique, empreintes, photos, formulaires et interrogatoires, mais on leur parle toujours pas. C'est même pire que ça, ils semblent invisibles et absolument pas considérés. On les fait attendre, puis se lever, puis attendre à nouveau, de quoi faire disjoncter un innocent. Enfin, après la longue attente, on les fait monter dans une voiture. Mais cette fois, la procédure est étrange, on leur bande les yeux. À partir de là, tout devient flou, ils n'ont plus aucun repère, et il faut s'imaginer, ils entendent seulement le moteur, les portières qui claquent, les pas autour d'eux, et c'est tout. Le trajet n'est pas long, mais dans ces conditions, il paraît interminable. Ils sont manipulés comme des pantins, des mains les attrapent, les guident, les font avancer, descendre des marches. En résumé, les forces de l'ordre ont l'air de tout faire pour les désorienter, puis tout à coup, on leur ordonne de s'arrêter. Ils le sentent, ils sont dans un endroit clos. Ils n'ont alors plus aucun doute, ils sont arrivés. Ils sont en prison. Tous viennent de perdre leur liberté, tous se sentent pris au piège. Une sensation accentuée par le bandeau qu'on ne leur retire toujours pas même quand ils subissent l'un des passages les plus humiliants de l'incarcération, l'admission en détention. On les fouille,
On leur enlève leurs vêtements, leurs effets personnels et même leurs sous-vêtements. Ils sont complètement nus et sans défense. Et cerise sur le gâteau, on finit par les asperger d'une solution désinfectante comme s'ils étaient sales. Après les avoir lavés aux deux sens du terme, physiquement et psychologiquement, on leur donne une blouse qui gratte et des sandales. Mais il y a encore un détail en plus, on leur met une chaîne lourde aux pieds pour physiquement les entraver et des collants sur la tête, histoire que tout le monde se ressemble. Les neufs n'ont plus aucun signe distinctif, ils sont uniformisés, mais le pire est à venir. On leur enlève leur nom. Ils n'ont désormais plus que des numéros de matricule, 8612, 819, 416, ils ne sont plus personne. La déshumanisation est totale, le moment est traumatisant, mais ils sont encore très loin d'imaginer ce qui les attend. On les enferme en cellules par 3, il n'y a pas de fenêtre, pas de toilette, ni d'intimité, les portes claquent derrière eux, c'est un long enfer qui commence. À ce moment-là, tout semble réel, sauf qu'ils ne sont pas en prison, non. Ils sont dans le sous-sol d'un bâtiment de l'université de Stanford, dans le département de psychologie, là où des bureaux et des pièces de stockage ont été transformés en cellules. Ils le savent, ils ne sont pas coupables, ils sont volontaires et ils s'apprêtent à participer à une expérience scientifique qui leur collera à la peau pour le reste de leur vie, celle du professeur Philippe Zimbardo. D'ailleurs, petite anecdote sur la simulation, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas du désinfectant qu'on leur met dessus au moment où on les interpelle, c'est du déodorant. Donc bon, je sais pas ce qui est le pire entre l'odeur dans la pièce ou le fait que ça doit piquer. Bref, en tout cas, l'histoire commence en réalité quelques semaines avant les arrestations. Tout part d'une petite annonce dans le journal. Recherchons étudiants masculins pour une étude psychologique sur la vie carcérale, rémunérée $15 par jour. Devrait durer 2 semaines. Alors, on dirait pas comme ça, mais à l'époque, $15 par jour, c'est énorme. Donc, ça attire pas mal de monde, surtout que beaucoup s'imaginent qu'ils vont faire les prisonniers et qu'ils auront le temps de méditer, lire, discuter, réviser. Définitivement, c'est le job de rêve, sans compter qu'en plus, ils participent à la science. Bref, c'est le jackpot. Enfin, ça, c'est ce qu'ils croyaient. Parmi les volontaires, il y a les futurs prisonniers et les déçus, les futurs gardiens, qui sont pas franchement emballés par le rôle. Eux aussi sont donc des cobayes, pas de vrais agents, pas de formation, pas d'expérience, juste des étudiants ordinaires. Avant de les enfermer, Zimbardo a donc fait le tri. Entretien, tests psychologiques, questionnaires, l'idée c'est de ne garder que les profils normaux. Des étudiants sans histoire, équilibrés, pas spécialement fragiles, pas spécialement violents non plus. En résumé, des mecs hyper lambda qui posent pas de problème. Des critères qui, quand on prend un peu de recul, restent relativement subjectifs et surtout difficiles à confirmer en quelques entretiens. Ils seront 18, divisés en 2 groupes. Les oppresseurs et les opprimés. Et la répartition est faite au tirage au sort. À ce moment-là, personne n'imagine encore ce que cette annonce anodine, voire innocente, va déclencher. Avant de vous raconter la suite, petit point sur la configuration du lieu, parce que clairement, tout se joue là. C'est donc un simple couloir avec 3 portes à barreaux, derrière lesquelles se trouvent les cellules. Un peu plus loin, une pièce pour les gardiens, un bureau pour la fausse direction de la prison, composé de Zimbardo en directeur, son élève Jaffé, qui est nommé chef des gardiens, et de quelques autres élèves qui constituent le conseil de la prison, et sur le côté, la pièce maîtresse de l'expérience, un vrai placard minuscule utilisé pour l'isolement et les punitions. Un endroit dont le nom n'a disparu d'aucune mémoire, The Hole, le trou. Dernier élément, mais pas des moindres, au bout du couloir, il y a un détail qu'aucun prisonnier ne voit et qui a pourtant une importance capitale. Un petit trou dans le mur qui permet à l'équipe scientifique d'observer et de filmer les cobayes. Maintenant que ça a été dit, l'expérience peut commencer. Nous sommes donc dans l'après-midi du 15 août et pour l'instant, l'ambiance est encore détendue, presque à la rigolade. La veille, le samedi, les gardiens ont été briefés par Zimbardo. Les règles sont assez claires. 1, pas de violence physique. 2, faites ce que vous voulez pour agir en tant que gardien. Et c'est là que ça devient intéressant. Le professeur de psychologie précise un truc assez troublant.
Les gardiens ont le droit de faire naître chez les prisonniers la peur, la frustration, le sentiment que tout est arbitraire. Leur faire comprendre que leur vie est contrôlée du matin au soir. Traduction, plus d'intimité, plus de considération de l'individu et surveillance permanente. Le tout sans aucune répercussion. La perspective n'enchante pas du tout les volontaires. La majorité est pacifiste, opposée à la guerre et incapable d'imaginer qu'il pourrait un jour humilier quelqu'un ou lui donner des ordres. Il ne se voit pas du tout dans ce rôle-là et c'est précisément à ce moment que Zimbardo la joue très fine. Il ne leur demande pas d'y croire, il leur retire simplement la possibilité de ne pas y croire. Parce que clairement, dire « vous êtes des gardiens », ça suffit pas. Il faut mettre un cadre où chaque geste peut être observé, enregistré, analysé, et où la moindre hésitation peut donner l'impression de mal faire son travail. Comme les prisonniers, les gardiens perdent peu à peu leur individualité. On leur donne des uniformes, des matraques et des lunettes de soleil qui doivent masquer leurs émotions. Ils sont répartis en 3 équipes avec des gardes de 8 heures. Des horaires fixes, une organisation bien réglée. Ils ne sont plus des étudiants, ils ne sont même plus des hommes, ils sont des gardiens. Enfin ça, c'est sur le papier, parce que dans la réalité, les premiers jours, ils ont un peu de mal. C'est même pire que ça, ils sont plutôt à la cool. Comme c'est pas du tout le but, ils mettent en place des rituels pour mieux s'approprier leur nouveau job, et il y en a un qui est central, les counts, les comptages en français. Officiellement, c'est pour vérifier que tout le monde est là. En réalité, c'est surtout un prétexte pour rappeler les numéros, imposer le rythme et installer l'idée que les prisonniers ne sont pas des personnes, mais des numéros. D'ailleurs, une règle règne en maître, aucun prénom ne doit être prononcé. Chacun leur tour, par ordre croissant ou décroissant, ils doivent crier leur numéro. Très vite, les comptages s'imposent aussi dans la tête des gardiens comme un moyen de tester leur autorité et d'affirmer leur contrôle. Concrètement, ils rallongent volontairement l'exercice, corrigent la posture, la façon de parler ou encore le ton de la voix. À la moindre erreur, typiquement un numéro mal dit, trop lent, trop bas, tout recommence depuis le début. Ça va jusqu'à réveiller les prisonniers à 2h30 du matin dès la toute première nuit pour recommencer le comptage. Malheureusement pour les prisonniers, même là c'est pas fini. Il y a les punitions en bonus. Rien d'extrême au premier abord, la plupart du temps c'est des exercices physiques, des pompes ou des positions inconfortables, des choses simples mais qui accumulées commencent à devenir pénibles. C'est un détail important parce que dans la tête de Zimbardo, c'est pas un hasard. Il expliquera plus tard que ce type de punition basée sur l'épuisement et l'humiliation est directement inspiré de ce qu'on retrouve dans les camps, dans l'armée ou dans les prisons. En fait, on ne frappe pas, mais on va plutôt user. Alors autant vous dire que le scientifique, Zimbardo, lui, il est ravi, on n'est qu'au début de l'expérience, et ses gardiens, sans le savoir, adoptent exactement ces mécaniques-là. Pas parce qu'ils sont cruels, mais parce que le système les y pousse. Certains plus que d'autres, notamment Dave Eshelman, qui prend naturellement le lead chez les gardiens et assume pleinement ce rôle que les autres ont encore du mal à assumer. Il est tellement dans son rôle que les prisonniers lui donnent rapidement un surnom, John Wayne. Alors, on n'a plus trop la référence, et on parle pas de John Wayne Gacy, le tueur en série américain. Non, il a fallu chercher un petit peu. En fait, c'est un acteur connu pour ses personnages de western, souvent hyper durs et hyper violents. Le premier jour, ou la première nuit, se termine donc sur la mise en place progressive d'un univers carcéral répressif. C'est encore hésitant, mais ça se dessine. Une tension sourde s'est installée, et c'est exactement cette tension qui, le lendemain matin, va tout faire basculer. Jour 2, rébellion. Les prisonniers ne savent déjà presque plus quelle heure il est. Ils perdent peu à peu complètement notion du temps. Ils n'ont pas de fenêtre, pas de montre, pas d'horloge, bref, aucun repère. Pourtant, les horaires pour manger sont imposés. D'ailleurs, en parlant de ça, Zimbardo a fait en sorte que les plats soient à la fois insuffisants et frustrants. Pas très bon, en gros, si vous préférez. Tout ça dans le couloir de la prison qui est en réalité la pièce principale, là où quasiment tout se passe. Simplement parce que Zimbardo veut pouvoir tout filmer et c'est le seul endroit équipé d'une caméra.
Mais les mauvais repas, c'est loin d'être le pire, les horaires pour manger sont imposés, ceux pour aller aux toilettes aussi, et si un des détenus a le malheur de vouloir y aller dans la nuit, il n'a droit qu'à un vieux pot de chambre et les odeurs qui vont avec. L'air devient rapidement irrespirable, les conditions sont très rapidement intenables, d'autant plus que pour la douche, là aussi, ils doivent faire sans. Quand le matin arrive enfin, l'heure n'est donc plus à la rigolade. Dans les cellules, l'ambiance n'est plus la même, les rires se font rares, les corps sont fatigués et les visages fermés. Et surtout, une idée commence à circuler, c'est pas ce qu'on leur avait promis. C'est pas pour ça qu'ils ont signé. Et puis, sans que personne n'ait pu l'imaginer aussi rapidement, la cellule numéro 1 craque. Ils ont déjà atteint le point de rupture. À cet instant précis, l'étude bascule complètement, la frontière entre le réel et la simulation n'existe plus, la prison n'est plus une idée, elle est vécue. À vrai dire, je ne pensais vraiment pas être capable de pouvoir faire ce genre de choses un jour. Pourtant, quand je le faisais, je n'avais aucun remords, même pas de culpabilité, rien du tout. J'étais simplement vraiment très surpris de voir que je pouvais agir comme ça. C'est une partie de moi que je n'avais encore jamais vue auparavant. Hé, toi là-bas, contre le mur! Va te faire contre le mur, je t'ai dit. Ça va être simple. Il y a la manière douce et la manière forte. Vous choisissez. J'irai pas là-dedans, c'est mort. Hors de question que je rentre dans ce trou. Tu peux aller te faire. D'abord, les rebelles y vont doucement. Ils retirent leur bonnet en collant et arrachent leur numéro. En gros, ils protestent. Jusque-là, rien de spectaculaire. Les gardiens, par contre, ne prennent pas vraiment ça à la rigolade. Ils ordonnent dans un premier temps le calme et exigent que les prisonniers réparent leur blouse. Ce à quoi les insurgés répondent qu'ils peuvent toujours courir. Il n'en fallait pas plus pour que la violence monte d'un cran. Les gardiens ont la conviction que pour se faire respecter, il faut sévir. Cette fois-ci, la sanction est rabaissante. Ils parviennent à faire plier les détenus et les déshabillent de force pour pouvoir réparer les tenues qu'ils ne leur rendent pas. Ils se retrouvent donc nus, exposés et humiliés. Les choses vont loin, beaucoup trop loin pour une expérience. Pour les incarcérés, c'est la goutte de trop. Ils ne se laisseront pas faire. Ils changent donc de méthode. Ils poussent des lits contre la porte. La cellule est barricadée. La révolte commence vraiment. Les gardiens appellent du renfort. Les remplacements sont rappelés. Les gardiens de nuit restent. Et en une simple fraction de seconde, l'expérience dégénère encore plus. Un gardien, John Loftus, attrape un extincteur et s'attaque directement aux insurgés. Il les asperge de dioxyde de carbone glacé dans la cellule pour forcer les prisonniers à reculer. L'air devient irrespirable, les prisonniers suffoquent et les gardiens en profitent pour leur retirer les lits. Puis ils sont sortis un à un. La révolte est écrasée en quelques minutes. L'action est si violente, si extrême, qu'ils sont tous choqués. John Loftus, le premier. Cette image de lui violente, ce moment où il a mis de côté son humanité pour contrôler et écraser, elle le hantera toute sa vie. Parce qu'une chose est sûre, personne n'est sorti indemne de la prison de Zimbardo. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Pour se venger, les gardiens confisquent les lits d'autres cellules. Le prisonnier à la tête de la rébellion est pris à part. Il porte le numéro 8612. Il s'appelle Doug Corpy et sans qu'il puisse vraiment se défendre, il se retrouve dans l'endroit le plus effroyable de la prison, le trou. Un placard minuscule, sombre, étouffant, dans lequel il n'a même pas la place de s'allonger. Je ne sais pas si vous imaginez les conditions extrêmes, la sensation d'être coincé dans un endroit aussi clos. L'effet est quasi immédiat, car au fur et à mesure que les heures s'écoulent, il se sent de plus en plus mal. Il se plaint de douleurs, de vertiges, de maux de tête, il demande à sortir, ou plutôt il hurle pour sortir, et il tient des propos incohérents. Face à sa détresse, la direction finit par le convoquer, mais pas pour lui venir en aide, au contraire, ils le reçoivent avec défiance. Surtout, il n'en démorde pas, 8612 ne peut pas partir de prison. Selon Zimbardo, Doug ne formule pas expressément qu'il veut arrêter l'expérience, il dit qu'il veut arrêter la prison. Et c'est là toute la nuance. C'est la preuve irréfutable, selon le scientifique, que Doug se sent complètement dominé par la situation et se croit vraiment en prison.
Il le renvoie comme si de rien n'était dans le sous-sol expérimental. Mais sa situation ne fait que dégénérer, jusqu'à ce qu'il devienne littéralement fou et menace de se faire du mal. Il le convoque à nouveau, mais les chercheurs pensent cette fois qu'il joue un rôle, qu'il exagère, qu'il cherche à arnaquer le système, et donc qu'il n'est pas vraiment en danger. Pendant ce temps, au sein de la prison, les gardiens inventent une nouvelle stratégie encore plus terrible, une cellule de privilégiés. Alors, sur le papier, dit comme ça paraît presque bien, mais non. Ils prennent à part les prisonniers les moins impliqués dans la rébellion et les mettent dans cette cellule dans laquelle ils ont le droit au lit et à leurs vêtements. Mais mieux encore, on leur permet de se laver, de se brosser les dents, de manger mieux, bref, une parenthèse presque heureuse, enfin si le tout n'était pas sous les yeux de ceux qui en sont privés. Le but de la manœuvre, c'est de casser la solidarité entre les incarcérés, lentement mais sûrement. Les gardiens l'ont compris, pour régner, il faut diviser. Et c'est comme ça que la révolte, qui aurait pu unir les prisonniers, les divise. Et à l'inverse, elle soude les gardiens. La fin de journée est donc plus calme, du moins en apparence, parce que si les troupes se calment, 86-12, lui, craque complètement. Il pleure, il crie, il rage, il dit des choses incohérentes. Il continue d'hurler, il devient dingue, il dit qu'il ne peut plus continuer. Tous les autres prisonniers l'entendent souffrir et appeler à l'aide. L'ambiance dans les cellules est à l'angoisse. En même temps, il est le seul recroquevillé dans son placard. La prison est en train de le détruire petit à petit. Et face à ça, Zimbardo ne cède toujours pas. Pourtant, dans les faits, si on regarde l'expérience avec du recul, Doug est un citoyen américain, libre et en droit d'arrêter ce travail particulier. Mais Zimbardo est pris à son propre piège, il ne réfléchit plus comme un scientifique, mais comme son personnage. Il est donc hors de question de libérer ou faire plaisir à un prisonnier. Il faudra donc des heures avant que Zimbardo cède. Finalement, les enceintes s'allument, la nouvelle tombe, 86-12 est libéré. Il aura donc fallu moins de 36 heures d'enfermement pour qu'un des participants pète les plombs. Les portes se referment derrière lui et Doug part avec la certitude que ce qui se passe au sous-sol de l'université de Stanford n'a rien de normal. Une conviction qu'il garde toujours plus de 50 ans après. Personnellement, j'en veux vraiment à Zimbardo pour ce qu'il m'a fait subir. Je suis une victime. Il nous répétait sans cesse « Il faut le faire pour le bien de tous ». Mais la vérité, c'est qu'il s'en foutait de faire du mal aux gens. Jour 3, visite des familles et plan d'évasion. Au 3e jour, l'ambiance a déjà bien changé. Les prisonniers ne parlent plus de la fin de l'expérience, ne demandent plus combien de jours il leur reste. Leurs préoccupations ont changé. Ils parlent d'hygiène, de fatigue, des chaînes qui pèsent sur leurs chevilles. Ils expliquent qu'ils ne peuvent plus se laver, qu'ils doivent faire leurs besoins dans des seaux pendant la nuit et qu'ils ont peur de tomber malades. Comme l'écrit Zimbardo lui-même, leurs pensées, leurs attentes, leurs centres d'intérêt sont désormais entièrement dominés par la prison. Ils ne raisonnent plus comme des étudiants venus participer à une étude, mais comme des détenus qui essayent de survivre à leur quotidien. Ce jour-là, ils vont même jusqu'à organiser un comité des doléances. 3 prisonniers sont reçus par Zimbardo, puis par son équipe. Ils demandent des uniformes propres, la possibilité de se laver, de communiquer d'une cellule à l'autre, d'avoir accès à des livres, à la télévision, à un service religieux le dimanche. Rien d'extravagant, rien de spectaculaire, juste des demandes qui montrent à quel point la prison a déjà envahi leur esprit. Pendant ce temps, de l'autre côté des barreaux, les gardiens changent eux aussi. Certains ont cessé de jouer, ils ont intégré le rôle et avec l'autorité, la distance, l'hostilité. Ce 3e jour est assez particulier. L'après-midi, les familles sont étonnamment autorisées à visiter les détenus, mais avant leur arrivée, tout est préparé, ou plutôt caché, comme si Zimbardo savait que ce qui se passait dans ce sous-sol ne pouvait pas être avoué. La prison est nettoyée de fond en comble, les prisonniers peuvent se raser, se laver à l'éponge, changer de vêtements. Un vrai repas est servi, bien plus copieux que d'habitude, de la musique est diffusée dans les haut-parleurs, une étudiante accueille même les visiteurs avec le sourire, tout est pensé pour créer une impression de normalité, presque de confort. Avant les visites, les prisonniers sont briefés. Ils doivent rester calmes, sourire,
ne pas trop se plaindre, mais malgré ça, certains parents ne sont pas dupes. Ils sentent bien que quelque chose ne va pas, que leurs fils sont fatigués, stressés, éteints. Mais Zimbardo est là, en professeur rassurant. Il leur explique que tout est sous contrôle, que les problèmes viennent des personnalités des prisonniers, pas de l'expérience en elle-même. Et les parents repartent, en laissant leurs fils derrière eux. À ce stade, plus personne ne sait s'ils sont en prison, dans une expérience, ou s'ils ont atterri dans un lieu de non-droit à la limite du sadisme. Après les visites, une rumeur commence à circuler. Doug Corpy, le prisonnier libéré la veille, aurait menti. Il ne serait pas vraiment malade, il reviendrait avec des amis pour libérer les autres prisonniers, persuadés qu'ils sont de vrais condamnés et qu'ils ne sont plus libres de leur choix. Cette rumeur affole tout le monde, et un plus que d'autres, le directeur de la prison, Zimbardo. Lui non plus ne réagit plus comme un scientifique, la priorité n'est plus d'observer, mais de sécuriser. Et là, c'est complètement lunaire parce que, avec son équipe, il s'affole et il s'apprête à répliquer. Ils vont jusqu'à envisager de non seulement déplacer les prisonniers avec des sacs en papier sur la tête, de démonter les cellules et tout le décor, d'appeler des renforts et d'attendre Corpy pour le piéger et le renfermer. Zimbardo le reconnaît lui-même, il ne dirige plus une étude, il gère une prison. Ce n'était plus une simple expérience. Nous avons créé une prison dans laquelle les gens souffraient. Corpy ne reviendra jamais, mais la tension, elle, ne retombe pas. Au contraire, elle augmente. Les punitions s'intensifient, les prisonniers sont forcés de nettoyer les toilettes à main nue, les comptages durent des heures, les humiliations deviennent systématiques, les idées sadiques se multiplient, par exemple, les couvertures sont confisquées, frottées contre des buissons pour les remplir d'épines, puis rendues. Évidemment, les prisonniers doivent passer des heures et des heures à tenter de nettoyer ces couvertures, d'essayer d'enlever épine par épine. Les visites et le courrier deviennent des leviers de contrôle, une récompense ou une menace. Ce jour-là, ils n'en ont pas vraiment conscience, mais l'expérience va déjà trop loin. Zimbardo le pressent et il l'écrit sans pour autant se l'avouer. À partir de ce moment, il devient presque certain que tout finira par sombrer. Jour 4, un engrenage qui dérape. Le lendemain matin, le mercredi 18 août 1971, la 4e journée commence avec la visite d'un prêtre catholique aux détenus. Un vrai cette fois-ci, c'est en fait un ancien aumônier de la prison de Washington qui a répondu à l'invitation de Zimbardo. C'est donc un homme très habitué à l'univers carcéral, et pourtant, dès qu'il franchit la porte, quelque chose cloche. L'endroit ne ressemble en rien à ce qu'il a déjà vu, c'est pire. Zimbardo est là, il l'accueille, bras croisés, lunettes de soleil sur le nez, comme si tout ça était totalement normal. Mais le prêtre est perdu, le scientifique ne semble plus vraiment être lui-même, il est entièrement dans son rôle de directeur de prison. Le prêtre interroge les prisonniers un par un, tout de suite un détail le glace, la moitié d'entre eux ne se présentent plus par leur prénom, ils se présentent par leur numéro de matricule. Il leur demande ce qu'ils ont fait pour se retrouver ici, ils répondent comme de vrais détenus, il leur demande s'ils sont bien traités, comment ils se sentent, ce qu'ils font pour sortir, et la réponse l'affole, rien. Tout de suite, il fait ce qu'il aurait fait dans n'importe quelle autre prison, il leur conseille de prendre un avocat et de se battre pour leur liberté. Il se propose même de contacter leurs parents, l'un accepte, surtout que son cousin est avocat. Zimbardo notera plus tard que cette visite a montré une confusion totale entre le jeu et la réalité. Tout le monde, même les visiteurs, joue désormais son rôle jusqu'au bout. Un seul prisonnier refuse de parler, le numéro 819 de son vrai nom, Stuart Levin. Il a déjà passé plusieurs séjours au trou, il refuse de se lever, de participer au comptage, au nettoyage et aux humiliations. Il est malade et il veut voir un médecin, pas un prêtre. Jaffé le force à sortir de sa cellule pour parler au directeur, mais pendant qu'il attend dans la salle des gardiens, l'horreur continue. Il entend les autres prisonniers crier plusieurs fois « Le prisonnier 819 est un mauvais prisonnier ».
À ce niveau-là, c'est plus un jeu, Zimbardo le dira lui-même, ce qui frappe, c'est la conformité absolue. Une seule voix, une seule pensée, comme un bloc. Face à ça, le pauvre Levin s'effondre. Comme Doug, il pleure, il crie, il supplie. Mais cette fois, Zimbardo est réceptif, il veut le libérer, mais étrangement, Levin refuse. Il veut rester. Alors pourquoi ? Il veut prouver qu'il n'est pas un mauvais prisonnier. Il est persuadé que c'est sa faute si les autres souffrent. À ce moment-là, Zimbardo brise le rôle, il lui dit « Tu n'es pas 819, tu es Stuart Levin, je suis le docteur Zimbardo, c'est pas une vraie prison. » D'après les dires du psychologue, Levin l'aurait alors regardé comme un enfant qui sort d'un cauchemar, il se serait calmé d'un coup et 1 heure plus tard, il est libéré. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, alors qu'il passe une journée des plus ordinaires, Clay Ramsey reçoit un appel qui va bouleverser le cours de sa journée. Il est demandé en tant que remplaçant. Sur le moment, Clay est hyper content, il voit les 15 $ par jour arriver directement dans ses poches, et en plus, il était jusque-là très déçu de ne pas participer. Il y voyait l'opportunité de méditer. Beaucoup méditer. À partir de là, ça va très vite pour lui. Il est convoqué dans le bureau de la secrétaire, puis emmené sans transition au sous-sol. La même scène recommence, mise à nu, spray, blouse, bas sur la tête, chaîne aux pieds et cerise sur le gâteau, l'élément sur lequel il ne peut pas entrer, le numéro 416. Le même matin a lieu une scène complètement folle et assez drôle sur le papier qui se déroule dans les sous-sols de Stanford. Paul Baran, un détenu, s'amuse à ouvrir la porte de cellule pour défier les gardiens. Alors dit comme ça paraît juste puéril, un titi et gros minet grandeur nature, mais dans la réalité, ça en dit plus sur l'ennui des prisonniers. Les gardiens sont obligés de bloquer la porte avec une corde et un bâton. Il les fait tellement vriller que les gardiens lui offrent un aller direct pour le trou, pieds et mains ligotés. Mais c'est pas le seul, un autre détenu, Rich Yako, trouve une aiguille et les nargue en disant « J'ai une arme ». Les gardiens sont excédés, ils empruntent encore une fois de la manière forte, ils utilisent un extincteur pour le forcer à la rendre, et c'est pas tout, tous les prisonniers sont privés de déjeuner. L'un des assistants infiltrés, parce que oui, il y en a, David Gorshov, censé jouer un rôle de prisonnier complice, devait informer aussi Zimbardo. La stratégie est un échec total, parce qu'il fait pire que de ne pas informer, il se range du côté des prisonniers. Il est devenu un détenu parmi les autres. En résumé, en ce jour 4, l'expérience est déjà hors de contrôle. L'après-midi, un comité de probation est organisé. En théorie, il doit décider si certains prisonniers peuvent sortir. En réalité, c'est un nouveau moyen de pression. Les détenus attendent dans le couloir, un sac en papier sur la tête, pendant que l'un d'eux passe à l'audience. En face, un gardien joue le fonctionnaire dur et accusateur. Face à lui, les prisonniers qui n'en peuvent plus se mettent à supplier, à se justifier comme si leur liberté était réellement en jeu. Jour 5, le point de non-retour. Le jeudi 19 août 1971, 5e jour de l'expérience, la prison ne tient plus seulement par des règles. Elle tient par la peur et par la fatigue. Dans l'après-midi, le détenu Glenn Guy développe une éruption cutanée sur tout le corps. Sa peau se couvre de plaques rouges, le brûle, le gratte. En résumé, il souffre. Les expérimentateurs n'ont plus le choix, ils le relâchent. C'est le 2e prisonnier libéré en quelques jours. La prison se vide, mais elle ne s'adoucit pas, au contraire. Dans la même journée, Jim Rowney s'effondre en pleurs. Il n'en peut plus et il sort à son tour. Puis, Rich Yako est libéré de manière préventive en début de soirée. En moins de 24 heures, 3 hommes quittent la prison. Et pourtant, ceux qui restent ne se disent pas « ça va s'arrêter ». Ils se disent « il faut tenir ». Parmi eux, Clay Ramsey, le prisonnier 416. Celui qui est arrivé la veille comprend très vite que ce qui se passe ici n'est pas normal. Il le comprend tellement vite, ça lui paraît tellement hallucinant qu'il entame une grève de la faim le lendemain de son arrivée. Pas par désespoir, par stratégie. Il expliquera plus tard qu'il voulait tomber malade pour forcer les expérimentateurs à le libérer. Comme il refuse de manger, les gardiens tentent de le nourrir de force, puis demandent aux autres prisonniers de le faire à leur place. Il menace de supprimer les visites, de punir tout le monde.
Résultat, le groupe se retourne contre lui. La prison ne brise plus seulement les individus, elle fabrique des ennemis entre eux. Le soir, Ramsay est placé au trou, il doit y rester 1 heure, mais les gardiens proposent un marché sadique. Si les autres condamnés renoncent à leur couverture, il sort. Un prisonnier accepte, les autres, eux, refusent, alors Ramsay reste coincé plus de 3 heures dans le noir, recroquevillé. Mais les gardiens vont malheureusement encore plus loin dans la violence psychologique, ils font sortir les autres prisonniers. Ils les alignent dans le couloir, face à la porte du trou. Personne ne comprend vraiment, puis l'ordre tombe, ils doivent un par un frapper à la porte et humilier Ramsay en lui disant « Merci, prisonnier 416 ». À l'intérieur, Clay entend tout. Chaque merci est une trahison. Les prisonniers obéissent, pas parce qu'ils y croient, parce qu'ils n'ont plus la force de refuser. Ils ont préféré la tranquillité, le confort de ne pas déranger, à la justice et la solidarité. La prison n'a même plus besoin de gardiens pour humilier, elle se fait faire par les prisonniers eux-mêmes. Et comme si ça ne suffisait pas, après les visites tardives, la prison passe encore un cran au-dessus dans l'horreur. Les gardiens imposent maintenant des jeux sexuels humiliants. 3 prisonniers doivent marcher l'un vers l'autre, se dire « je t'aime », puis sauter comme des chiens, obéir, se soumettre. Ça pourrait paraître léger de l'extérieur si les prisonniers n'étaient pas nus sous les tuniques et que leur partie n'était pas visible dès qu'ils bougent un peu trop. Tout est fait pour qu'ils se sentent honteux. Ça va tellement loin que c'est un des gardiens, Burton, qui finit par s'affoler et dire stop. Même lui n'en peut plus, mais le mal est fait et les prisonniers ne peuvent plus se regarder. Ils baissent tous les yeux. Et dans le couloir, derrière la vitre, Zimbardo continue de filmer comme si tout ça était tout à fait normal. Il sait que quelque chose est en train de mourir et il ne veut pas en lâcher une miette. Il est épuisé, n'a quasiment pas dormi, ne s'est quasiment pas lavé depuis le dimanche. Il ne sait pas encore que quelqu'un d'extérieur à l'expérience va bientôt arriver et ça va tout changer. Ce sont des jeunes gens et ils sont traités de manière injuste, sans aucune raison. Elle s'appelle Christina Maslach, c'est une doctorante en psychologie, mais surtout, c'est la petite amie de Zimbardo. Elle arrive complètement neutre, elle n'a pas vu tous les autres jours précédents et n'a pas vu la lente descente aux enfers. Elle débarque en plein milieu et ce qu'elle voit la choque profondément. Des garçons sales, épuisés et humiliés. Face à eux, des gardiens violents et hors de contrôle. Elle s'arrête net et dit sans aucun détour à Zimbardo quelque chose qui devait ressembler à ça. C'est horrible ce que tu fais. Pour la première fois depuis 5 jours, quelqu'un dit tout haut ce que personne n'osait dire. À partir de cet instant, l'expérience est morte. Même si la prison, elle, ne le sait pas encore. Jour 6, une expérience avortée. Le vendredi matin, la prison est épuisée. Zimbardo arrive tôt, il n'a presque pas dormi. La phrase de Christina Maslach tourne encore en boucle dans sa tête. C'est horrible ce que tu fais. C'est pas une critique scientifique, ni un débat méthodologique. C'est simplement une phrase humaine, et elle a fait plus de dégâts que toutes les crises de nerfs réunies. Il traverse le couloir, il voit les chaînes, les blouses sales, les cellules vides. Il voit surtout ce qu'il n'avait plus vu depuis longtemps. Des étudiants, des garçons, pas des détenus, pas de numéros, mais des personnes. À ce moment-là, il comprend que la frontière est perdue, que le rôle de directeur a mangé celui du chercheur, qu'il n'observe plus une situation, il la produit. Il la maintient, il la protège. Alors il réunit son équipe, la décision est rapide, presque brutale, l'expérience s'arrête. À 14h, les portes s'ouvrent, les prisonniers sont libérés. Certains pleurent, d'autres restent immobiles. L'un d'eux demande encore s'il a le droit de sortir. On doit lui dire que oui, plusieurs fois, comme s'il n'entendait plus. Les gardiens enlèvent leur uniforme, certains évitent le regard des autres, d'autres plaisantent nerveusement, personne ne sait quoi dire. Personne ne sait quoi faire de ce qu'il vient de vivre. L'expérience devait durer 2 semaines.
Elle est allée tellement loin qu'elle s'est arrêtée en à peine 6 jours. 6 jours qui auront suffi pour transformer des étudiants ordinaires en détenus soumis et en gardiens cruels. Ce jour-là, la prison de Stanford ferme ses portes, mais l'histoire, elle, ne fait que commencer. Chapitre 2, les conclusions de Zimbardo. Quand l'expérience s'arrête, Zimbardo est convaincu d'avoir mis le doigt sur quelque chose d'immense. Quelque chose de dérangeant, quelque chose qui dépasse largement les murs du sous-sol de Stanford. Pour lui, l'expérience a prouvé une chose essentielle, ce ne sont pas les individus qui sont mauvais, ce sont les situations qui les rendent mauvais. Les gardiens n'étaient pas des sadiques, les prisonniers n'étaient pas faibles, c'étaient des étudiants ordinaires, bien sous tous les rapports, sélectionnés justement parce qu'ils n'avaient rien de particulier. Et pourtant, en quelques jours, ils ont changé. Zimbardo parle alors d'un mécanisme implacable. Quand on enlève un nom, quand on donne un uniforme, quand on crée de l'anonymat, quand on distribue du pouvoir sans contrôle, les comportements se transforment. L'humain disparaît, le rôle prend toute la place. Il appelle ça plus tard l'effet Lucifer. L'idée que des gens normaux peuvent faire le mal, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que le système les y pousse. Cette idée-là va frapper très fort, parce qu'elle explique tout, ou presque tout. Les crimes de guerre, les camps de concentration, les tortures, les violences policières, les abus dans les prisons, les ordres qu'on suit sans réfléchir, les choses qu'on fait parce que la situation l'impose. L'expérience de Stanford devient alors un symbole, une preuve, un exemple parfait qu'on ressort à chaque fois qu'on veut expliquer l'horreur sans chercher de coupable. Et en un sens, ça rassure, parce que si le mal vient de la situation, alors il ne vient pas vraiment de nous. Si c'est le système qui agit, alors personne n'est vraiment responsable. On n'est que des rouages, des victimes du contexte, et en même temps, les résultats fascinent, parce qu'ils disent aussi quelque part qu'on est tous capables du pire. Les gens voient l'expérience comme si c'était un film d'horreur, une réalité qu'on veut garder que d'un œil. Pendant des décennies, cette idée s'impose. Elle entre dans les manuels, dans les cours, dans les documentaires, dans les films. Elle devient une vérité presque confortable. Et Zimbardo, lui, devient une référence mondiale. Mais ça, ce serait valable si l'histoire que je viens de vous raconter était totalement vraie. Parce que ce que vous venez d'entendre, c'est la version officielle. Et elle est bien différente de ce qui s'est vraiment passé. Chapitre 3, la révolte d'Attica, un événement qui tombe à pic. Mais pour l'heure, en 1971, personne n'imagine qu'un chercheur de Stanford a pu falsifier son expérience. Au contraire, l'expérience de Zimbardo intrigue, fait parler les chercheurs et surtout s'impose comme une réalité brutale sur l'humain. Seulement quelques semaines plus tard, l'Amérique vit l'un des épisodes les plus violents de son histoire carcérale, la révolte d'Attica. Le 9 septembre 1971, dans la prison d'Attica au nord de l'État de New York, plus de 1200 détenus se soulèvent. Les prisonniers prennent le contrôle d'une partie de l'enceinte carcérale, ils font des otages et réclament des conditions humaines. Moins de violence, des soins, un accès à l'éducation, à la justice et à la dignité. Pendant 4 jours, le pays regarde avec inquiétude. Les télévisions filment et les journaux s'emballent. Et puis, le 13 septembre, l'État de New York ordonne l'assaut. En quelques minutes, la prison est reprise de force par les balles. La révolte fait 39 morts et des dizaines de blessés. Les États-Unis sont sous le choc, une attaque a eu lieu au sein même d'une de leurs prisons, le système a été attaqué en son cœur. À ce moment précis, l'expérience de Stanford change de statut. Elle n'est plus une curiosité universitaire, elle devient une clé de lecture et surtout une référence. La preuve que le pouvoir rend fou et que les uniformes transforment les hommes et surtout la preuve ultime que les prisons sont néfastes. Que ce sont elles qui fabriquent la violence et que ce sont elles qui ont rendu les détenus agressifs. Le timing est parfait. Zimbardo est partout, dans les médias, les conférences, les plateaux télé. Son expérience devient une réponse simple à une réalité insupportable. Si Attica a explosé, c'est parce que les conditions et la situation des détenus l'exigeaient. Le problème, c'est pas que l'explication est totalement fausse, au contraire, il y a du vrai dans cette thèse. Non, le problème, c'est qu'elle n'est pas nuancée, et qu'expliquer un tel événement que par ça, c'est simplifier quelque chose de bien plus complexe. Quoi qu'il en soit, pendant un temps, l'expérience reste sous les projecteurs, mais rapidement
comme beaucoup d'études, elle retourne dans l'ombre. Elle reste étudiée, citée, transmise à l'université, mais elle sort totalement du débat public. Puis, en 2004, l'histoire se répète. Un nouvel événement la remet sur le devant de la scène, c'est l'affaire Abu Ghraib. À la télé, des images intenables sont diffusées. Des soldats américains sont filmés en train de torturer des prisonniers en Irak, dans la prison d'Abu Ghraib. Ce ne sont pas des monstres ni des criminels, mais des jeunes militaires ordinaires, ceux qui, justement, sont accueillis en héros. L'Amérique est sous le choc. Comment des gens normaux ont-ils pu faire ça ? Vous vous en doutez, la réponse arrive presque immédiatement. Stanford. Zimbardo est appelé une nouvelle fois comme expert. Abu Ghraib devient la seconde preuve grandeur nature de son expérience. Attika hier, l'Irak aujourd'hui. La même histoire, encore et encore. À partir de là, Stanford n'est plus une expérience, c'est une explication universelle. Et peut-être le plus grand succès de Zimbardo n'est-il pas d'avoir montré le mal, mais d'avoir permis de croire qu'on savait enfin d'où il venait. Chapitre 4, Zimbardo, un opportuniste d'exception. Philippe Zimbardo ne sort pas cette expérience de nulle part. La ville y a mené. Il grandit près de New York, dans le Bronx des années 1930, une Amérique marquée par la crise de 1929, où la vie est dure, où l'autorité ne se discute pas, et où la place qu'on occupe décide souvent de celle qu'on aura plus tard. Enfant, il est souvent malade, souvent isolé, il passe beaucoup de temps à observer plutôt qu'à participer. Et très tôt, il raconte avoir compris une chose, selon l'endroit où l'on vit, selon le rôle qu'on nous donne, on ne devient pas la même personne. Enfin ça, c'est le mythe qu'il donne, les infos sont vraies, mais dire qu'enfant déjà, il avait observé ce genre de phénomène social, il y a un doute. Et surtout, si on réfléchit, ce mythe a une limite. Si c'est la situation qui conditionne, il n'y a aucune raison qu'il accède à l'université. Il est donc le contre-exemple de sa propre théorie. Plus tard, à l'université, il tombe en plein dans une époque où la psychologie sociale veut tout expliquer par les situations. On est juste après la Seconde Guerre mondiale et il faut expliquer comment l'humanité a pu arriver à un tel niveau d'horreur. On cherche donc à comprendre pourquoi des gens ordinaires obéissent, pourquoi ils se soumettent, pourquoi ils font des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées. Zimbardo adhère complètement à cette idée. Avant Stanford, il a d'ailleurs déjà mené plusieurs expériences sur la violence, l'anonymat, la perte d'identité. Des études où il observe comment des gens ordinaires se comportent quand on les rend invisibles, quand on efface leur nom, quand on leur donne un rôle, ou qu'on leur donne la possibilité d'abuser de leur pouvoir. Mais ces expériences-là n'aboutissent pas vraiment. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit, mais dans la réalité, c'est juste que les résultats le gênent. Parce que ce qu'ils disent, c'est que les gens n'abusent pas forcément du pouvoir, voire au contraire sont plus gentils que prévu. Plutôt que de nuancer ses propos, Zimbardo les cache, tout simplement. Il ne raconte pas encore l'histoire qu'il cherche à démontrer. Quand il s'intéresse aux prisons, ce n'est pas par simple curiosité, mais par conviction. Enfin, en partie, parce qu'il y a aussi une grande part d'opportunisme. En fait, la prison, c'est un milieu qui permet de démontrer l'impact des situations. Il les voit comme des machines à transformer les hommes, des lieux où les rôles écrasent les individus. L'endroit parfait pour théoriser sa pensée. Mais il y a aussi une deuxième raison qui explique que je parle d'opportunisme. Il vole cette expérience à un de ses étudiants. Il la vole. Zimbardo n'a jamais eu l'idée de la prison, pas une seule fois. C'est David Jaffe et quelques étudiants qui en sont à l'origine. Le même David Jaffe nommé chef des gardiens dans l'expérience. En fait, Jaffe est un étudiant de Philippe Zimbardo et l'idée de la prison est née d'un devoir qu'il avait à lui rendre. Quand l'étudiant lui expose sa réalisation, Zimbardo voit l'idée qu'il aurait adoré avoir eue seul et il la récupère. Chapitre 5, une expérience tout sauf scientifique. À ce stade, on pourrait encore accorder le bénéfice du doute. Après tout, que la prison ne soit pas une idée originale de Zimbardo, ça ferait juste de lui un opportuniste un peu culotté. Une petite histoire à la Social Network, version psychologie sociale. Mais il faut se rendre à l'évidence, il ne s'agit pas d'erreur de protocole ou de mauvaise méthodologie. On est sur quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Une démonstration mise en scène, pensée, écrite à l'avance, puis vendue comme une découverte scientifique. Appelons un chat, l'expérience de Stanford est une arnaque. Elle n'a en réalité rien de scientifique. C'est d'ailleurs un chercheur français, Thibault Le Texier, qui découvre la supercherie presque par accident.
Il était parti sans méfiance avec l'idée de faire un documentaire, mais en plongeant dans les archives de Stanford, il découvre l'impensable. Scientifiquement, quelque chose ne colle pas. Déjà, il découvre que la prison est donc une idée volée, et Zimbardo ne l'a pas fait à moitié parce qu'il a récupéré tout ce que Jaffe avait déjà fait. Les règles, les tenues, les punitions, tout vient de l'expérience de son étudiant. Zimbardo y met juste de l'argent, de la visibilité et son statut académique, puis efface habilement l'origine pour signer l'œuvre. Jaffe suit sans trop se poser de questions. Difficile d'avoir l'info, mais je suppose qu'il a vécu comme un honneur que son professeur de l'université de Stanford récupère son expérience et le laisse y participer alors qu'il n'était qu'en licence, quoi. L'évidence est devant les yeux du chercheur français. Avant même que le premier prisonnier n'entre dans sa cellule, le résultat est programmé. Cette découverte change tout. Sur les 17 règles données aux gardiens lors de leur formation, des règles qui, on le rappelle, n'existent pas selon Zimbardo, 11 sont parfaitement identiques à celles de l'expérience montée par David Jaffe. Et ça, c'est ce qui contredit directement le cœur de la thèse de Zimbardo. Pendant des années, il a raconté que les gardiens étaient devenus violents spontanément, alors qu'en réalité, ils n'ont fait que suivre des ordres. On leur a donné des consignes, des outils, des idées de sanctions, le parfait petit guide du gardien. On leur a expliqué comment fatiguer, comment humilier, comment maintenir l'ordre. Les pratiques dites abusives ne sont pas nées dans la prison. Elles ont été injectées dans le protocole avant même que l'expérience commence, et c'est sûrement ça la plus grande arnaque de Zimbardo. Il n'a pas observé des gens, il les a mis en scène. Mais c'est pas tout, il a aussi menti aux gardiens sur le but de l'expérience. On leur annonce qu'ils ne sont pas le sujet, qu'ils ne seront en aucun cas observés, et qu'ils étaient là pour aider à simuler un univers carcéral dur. Résultat, ils ne se sentent pas gardiens, ils jouent aux gardiens, ou du moins ce qu'ils imaginent être un cliché du métier. Ils interprètent un rôle de méchant pour satisfaire ce qu'ils pensent être l'attente du chercheur. Et un détail presque ironique, celui qu'on a surnommé John Wayne, est comédien. Il expliquera plus tard que son personnage s'inspirait directement des films qu'il regardait. On devient vraiment ce qu'on incarne. Quand vous mettez cet uniforme, ces lunettes et que vous prenez la matraque, vous devenez vraiment cette personne. C'est votre costume. Et vos actions doivent s'y accorder. Autre point qui vous a peut-être déjà sauté aux yeux ou un peu choqué pendant le récit, Zimbardo n'occupe jamais la place du scientifique censé observer avec du recul. Il choisit d'être dans l'expérience et il n'a absolument rien à faire là. Rien que ce choix est déjà un problème, parce qu'il va à l'encontre de toute méthodologie scientifique. Mais Zimbardo ne s'arrête pas là, il ne se contente pas d'endosser le rôle de directeur de prison, il intervient quasiment tout le temps. Il donne des ordres, fixe des plannings, suggère des sanctions, propose des idées, et surtout, il prend à part tous les gardiens qu'il juge trop mous ou ceux qui restent à leur rôle. Il n'observe pas un phénomène, il le pousse dans la direction qu'il veut. Quand il ne peut pas modifier directement le cours des choses et les résultats du moment T, il le fait après, en modifiant le récit. D'ailleurs, au cours des décennies, il y a des incohérences dans son discours. Je vais pas tout vous citer sur la modification du récit officiel, mais le plus parlant, c'est l'histoire de l'escalade de la violence. Le constat est que plus les jours passent, plus les gardiens deviennent agressifs. Sauf que les archives disent tout l'inverse. Plus les jours avancent, plus les gardiens sont à la cool, et c'est aussi ce que disent les anciens cobayes. Certains sont même gentils avec les détenus, d'autres sont juste passifs, d'autres encore refusent les abus. Mais ces profils-là n'intéressent pas Zimbardo. Ils sont effacés de l'histoire, une expérience honnête aurait intégré ces données, Stanford les enterre. La liste ne s'arrête pas là, les détenus censés avoir été broyés par la prison ne sont pas dupes, ni complètement déconnectés de la réalité. Zimbardo affirme qu'ils étaient devenus prisonniers dans leur tête, c'est faux. Plusieurs demandent à partir, clairement, explicitement. Leurs demandes sont refusées pour des raisons administratives absurdes, basées sur une procédure qu'on ne leur a jamais expliquée. Et surtout, ils sont payés à la journée. Beaucoup diront plus tard qu'ils ne vivaient pas ça comme une vraie prison, mais comme une expérience pénible, certes, mais temporaire et bien rémunérée. Le cas du prisonnier 8612, Doug, est le mensonge central. Présenté comme un effondrement psychologique, il s'agit d'une simulation pour sortir. Il le dira lui-même, il en avait marre de l'expérience et n'était en aucun cas devenu fou. Il a juste essayé par tous les moyens de s'échapper quitte à jouer la comédie.
Un des points les plus choquants dans cette expérience, c'est le manque de contrôle des structures universitaires. Déjà parce que l'expérience est quand même très limite, mais aussi parce qu'une expérience sans aucune méthodologie a été acceptée dans la sphère académique sans aucun problème. Zimbardo a bénéficié de son statut et n'a donc pas été remis en question. Enfin, pas tout à fait. Il y a eu des études similaires qui ont contredit les siennes et quelques scientifiques qui trouvaient les résultats un peu faciles, mais qui n'ont finalement jamais été écoutés. D'ailleurs, en parlant de résultats, un premier papier pour annoncer les découvertes sur le comportement humain en prison est envoyé alors que l'expérience est toujours en cours. Quant aux conclusions de l'expérience, qui auraient dû mettre des mois à être publiées, elles le sont seulement quelques jours après la fin de l'expérience, avant même les analyses. Et si on va plus loin encore, cette idée est mise en évidence par quoi ? Par une prison qui n'existe pas. Les conditions de Stanford ne correspondent à aucune réalité carcérale connue, ni au niveau des conditions, ni au niveau des participants. Il faut rappeler qu'ils étaient tous de jeunes hommes blancs, étudiants, issus d'un même milieu social, rien à voir avec la réalité du monde carcéral, qui rassemble des profils, des cultures et des trajectoires de vie infiniment plus diverses. L'art de Zimbardo est nul doute le storytelling, et il s'arrête pas là, hein. Vous vous rappelez que, selon Zimbardo, c'est sa future femme qui le sort de son rôle et qui fait tout arrêter. Sauf que dans ses premières interviews, il raconte autre chose. Il affirme que c'est lui qui se rend compte, seul, que l'expérience va trop loin. Déjà une incohérence, mais peu importe comment l'étude est arrêtée, ce qui compte, c'est ce que ça prouve. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'arrêt de l'expérience l'arrange. Pourquoi ? Parce qu'arrêter en plein milieu permet de renforcer l'idée que ce qui s'est passé entre ces murs était tellement indicible qu'il a fallu tout stopper. L'interruption devient une preuve de l'horreur. La scène de la femme horrifiée qui met fin à l'expérience fonctionne alors comme l'ultime opération de blanchiment moral. Elle permet de dire « c'était trop horrible, nous avons dû arrêter ». Mais les faits racontent autre chose. L'arrêt est négocié, discuté, tardif et surtout reconstruit après coup. À ce stade, une question s'impose. Pourquoi, pendant toutes ces années, les participants n'ont-ils rien dit ? La réponse tient en un mot, conviction. Petit rappel du contexte, on est dans les années 70, en pleine vague anti-prison. Beaucoup croient sincèrement participer à une expérience utile, presque militante, et peu importe comment, grosso modo, la fin justifie les moyens. Des points comme cela, il y en a encore d'autres, peut-être moins flagrants, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'expérience de Stanford, c'est une constellation de trucs qui ne vont pas. Chapitre 6, la grande vie de Zimbardo. À partir de Stanford, tout change pour Philippe Zimbardo. L'expérience devient sa carte de visite, il s'en empare, la raconte, la répète, l'adapte selon les formats. Elle n'est plus seulement un épisode de sa carrière, elle devient sa marque de fabrique. Zimbardo est invité sur les plateaux de télévision, sollicité par les médias, cité comme référence dès qu'il est question de violence, d'autorité ou de dérive de pouvoir. Stanford lui ouvre un espace que peu de chercheurs atteignent, celui de la célébrité intellectuelle. Un rôle qu'il accepte avec plaisir, c'est même à se demander s'il n'a pas fait exprès. Il affirme qu'il ne se doutait pas des proportions que prendrait son expérience, pourtant il a veillé à ce que tout soit filmé, même les arrestations. Pour les anciens participants, il n'y a pas de doute, Zimbardo savait exactement où il voulait aller. Pas étonnant pour eux donc que l'homme venu du Bronx ait fini par avoir sa propre émission télé. Grâce au professeur, l'expérience quitte alors définitivement le laboratoire pour entrer dans la culture populaire. Elle inspire des films, des séries, des livres, des documentaires. Elle est enseignée, simplifiée, mythifiée. Plus elle circule, plus elle se fige, et plus elle se fige, plus elle devient incontestable. Mais le rapport avec le monde de la télévision ne s'arrête pas à sa reconnaissance en tant que présentateur et spécialiste. Il y a une subtilité que j'ai pas encore exploitée mais qui m'a tout de suite captivé. C'est pas seulement que Zimbardo raconte bien son histoire, c'est que dès le départ, comme je viens de vous le dire, l'expérience est pensée comme un dispositif à montrer. Il y a des caméras censées filmer en continu. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose ? Alors, avant que j'aille plus loin, en réalité, pour des raisons techniques, tout n'est pas filmé, loin de là. Mais ce qu'il est, ce sont des scènes qui dérangent. Les tensions, les humiliations, les moments de rupture, le quotidien banal disparaît. Il ne reste que ce qui fait réagir. Et les moments où les prisonniers sont isolés, convoqués, invités à parler de leurs ressentis, les fameux comités de doléances, ressemblent étrangement à des confessionnaux avant l'heure, surtout que là aussi, il y avait une caméra. Sans vraiment le dire, sans vraiment le revendiquer non plus,
Stanford pose déjà les bases d'un format que la télévision reprendra plus tard, des participants enfermés, observés, poussés à jouer un rôle, pendant qu'une autorité invisible décide de ce que le public verra. Un format que vous avez tous reconnu. Zimbardo a peut-être trompé son monde, mais il est précurseur bien avant l'heure de la télé-réalité. L'expérience de Stanford est fausse, mais elle s'est imposée comme l'une des études scientifiques les plus célèbres du XXe siècle. Pendant 50 ans, elle est devenue une clé universelle. On l'a utilisée pour expliquer les prisons, l'armée, les camps, les violences policières, les crimes de guerre, en résumé, des sujets pour lesquels l'humanité a encore du mal à se remettre. C'est là que Stanford cesse d'être une expérience pour devenir une doctrine, une manière confortable de penser la violence. Une histoire qui explique tout et qui, précisément pour cette raison, empêche de comprendre quoi que ce soit. Évidemment, il ne s'agit pas de réduire tout un courant de recherche, d'autres scientifiques ont mené des travaux sérieux, rigoureux et ont réellement interrogé les effets des situations et des structures, mais dans ce cas précis, de cette expérience, c'est bien ce glissement qui s'est produit. Certaines idées ne sont pas entièrement fausses, mais elles ont été simplifiées, durcies, transformées en vérité unique. Et c'est pour ça qu'ici, plus que jamais, que la nuance est essentielle. Et pourtant, malgré tout, au cœur du sous-sol de Stanford, quelque chose a bien eu lieu. Des décennies plus tard, d'anciens prisonniers et gardiens ont assisté, dans le cadre d'un documentaire, à la reconstitution de ce qu'il s'est passé en août 71. Et même après tout ce temps, ils parlent de malaise, de la honte et des regrets. Non pas parce qu'ils auraient découvert une vérité infaillible sur la nature humaine, mais parce qu'ils ont été confrontés à une version d'eux-mêmes qu'ils ne reconnaissaient pas. Toute leur perception de leur propre personne a été anéantie, et il a fallu vivre avec. L'expérience n'était pas scientifique, mais elle a été vécue. Et ce vécu, lui, a laissé des traces. Alors peut-être que l'expérience n'est pas valable, mais pour eux, elle a parlé. Et elle en a sûrement trop dit. Plus de 50 ans après, elle colle encore à la peau de ceux qui ont eu le malheur d'y mettre un pied, et c'est peut-être ça, la conclusion la plus inquiétante. En dehors du cas de Zimbardo, jusqu'où la science est capable d'aller pour prouver une vérité. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici ou nous avoir écouté en podcast sur Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast. Les liens sont en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire un petit peu vos avis, vos réactions par rapport à cette expérience complètement folle. Ça faisait très longtemps que j'avais cette idée dans mon bloc à idées et que je voulais vous la faire. Donc je suis content qu'elle sorte aujourd'hui. Merci à Seili d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous rappelle que vous avez moins 15% sur votre eSIM avec mon code NEOXY en cliquant sur le lien qu'il y a en description. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner à la chaîne. C'était NEOXY. Merci à tous.